Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de Courrier Cadre. Donc, je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef du magazine Courrier Cadre, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de motivation. Alors, pour vous expliquer un petit peu le temps que tout le monde arrive tranquillement, comment ça va se passer, on est ensemble pour 45 minutes. L'idée, c'est qu'on ait un webinaire assez participatif aussi. Donc, n'hésitez pas à vous emparer du chat, de l'onglet Discuter pour nous dire bonjour déjà, et puis ensuite vous pouvez aussi nous partager dans quel secteur vous travaillez, le poste que vous occupez éventuellement. Comme ça peut nous donner aussi des pistes et nous aiguiller aussi dans les échanges. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions ou à partager vous aussi vos bonnes pratiques ce que vous faites. Et je serai un petit peu votre porte-parole pour, à l'issue de notre échange, poser les questions à Adrien et Tiffaine. Je vais vous présenter les deux intervenants avec lesquels j'ai le plaisir d'être aujourd'hui. Bonjour Tiffaine. Bonjour Fabienne. Alors, tu es enseignante chercheuse, du coup, à l'université de Reims. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta spécialité en deux mots? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis maître de conférence donc en psychologie sociale du travail et des organisations. Donc, on s'intéresse à toutes les thématiques qui touchent de près ou de loin à la santé, la motivation au travail et les individus dans ce contexte. Merci. Bonjour Adrien. Salut Fabienne, salut Tiffaine. Alors, tu es psychologue du travail et des organisations et tu es le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Sens et Cohérence. Et aujourd'hui, tu ne vas pas prendre seulement ta casquette de psychologue, tu vas aussi nous expliquer un petit peu toi, ta vision en tant que dirigeant chef d'entreprise. C'est ça, pour une fois, je ne suis pas celui qui va expliquer la psychologie. On a la chance d'avoir Tiffaine avec nous, qui est une chercheuse française, enfin enseignante-chercheuse Cocorico, qui va nous parler de ses publications, qui va partager tout ça avec nous. Et pour une fois, moi, je vais essayer de faire le lien, Fabienne, entre les éléments théoriques et la pratique, et pas n'importe quelle pratique, parce que parfois, tu sais, quand tu es psychologue du travail, moi, je dirige un cabinet de conseil, on nous dit, bon, bah, tout ça, c'est des trucs de psy, les cheveux dans le vent. Euh, Non, en fait, il y a des applications très pratiques et je vais vous parler d'applications pratiques, pas chez mes clients, pas dans le reste du monde, dans ma propre entreprise. Moi, je dirige une entreprise, je dirige un cabinet de conseil qui existe maintenant depuis bientôt 11 ans. Je vais vous expliquer comment je transpose ce que j'apprends, ce que je pratique, ce que j'opère chez mes clients dans ma propre pratique avec mes propres équipes. Très bien. Bienvenue à tous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et qu'il y a beaucoup de bonjours dans le chat. Donc, on est ravis vraiment d'être avec vous. Alors, pour démarrer, Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ce webinaire? Comment on a décidé de se retrouver tous les trois? On s'est rencontrés il y a quelques temps déjà et puis on part d'un constat commun, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on est à peu près sûr de rater ou de pas réussir complètement dans sa vie. La conduite du changement, les vraies pâtes à la carbonara et le management. Alors, pâtes à la carbonara, on s'est dit qu'on ferait ça à l'heure du repas, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'en fait, le management, c'était quelque chose d'assez compliqué. Souvent, on va envoyer de la moraline, tu dois, il faut. En fait, on met vachement de pression au manager alors que c'est quelque chose d'assez compliqué. Et moi-même, je suis manager. Moi-même, parfois, je trouve ça compliqué de manager. Et vous savez, il y a cette phrase qui dit que c'est le destin des naufragés de voir en toute chose une bouée. Et ben, c'est le destin des managers en difficulté d'aller chercher tous les outils possibles et imaginables justement pour chercher à motiver leurs équipes. Et on se posera la question d'ailleurs de savoir si c'est possible de motiver son équipe. Alors on s'est posé la question et on s'est dit tous les trois que peut-être que tous les outils ne se valent pas et puis qu'on va essayer d'arrêter d'opposer la théorie et la pratique. La pratique, elle nourrit la théorie, mais la théorie, elle optimise la pratique. Le but du jeu, c'était de faire le lien entre des connaissances scientifiquement validées récentes et des modalités d'actualisation de ces compétences-là en situation de travail. Merci beaucoup. Alors, Tiffaine, pour démarrer, moi j'aime bien qu'on parte tous avec la même base. Quand on parle de motivation, concrètement, on parle de quoi? Alors, la motivation, c'est un état interne qui pousse une personne à s'engager dans un ou des comportements particuliers. Donc, la motivation, c'est ce qui pousse à agir. D'ailleurs, si on retourne aux racines du mot, on est dans le registre de la mobilité, du mouvement. Derrière tout effort, derrière toute action, il y a de la motivation. La motivation, c'est ce qui nous met en mouvement. Et d'ailleurs, en lien avec ça, il me semble important de déjà commencer par déconstruire quelque chose que l'on a tendance à dire au quotidien, je suis pas motivé. Pourtant, on dit ça pour une diversité de choses qu'on fait. Donc, il y a de l'action, ce qui sous-entend qu'il y a de la motivation.
Euh, et donc déjà là, il est important de déconstruire cette idée que je sorte mes poubelles ou que je me donne à mon activité de loisir préférée. Eh bien, dans les deux cas, je suis motivée. Simplement, c'est pas la même motivation. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs québécois qui l'ont très bien dit, du nom de Robert Vallerand et Frédéric Grouzet, qui disent que la motivation est quelque chose de complexe et qu'on ne peut pas simplement dire d'une personne qu'elle est motivée ou non. Alors justement, est-ce qu'il y a des idées reçues sur la motivation que tu voudrais balayer un petit peu d'entrée de jeu dans la continuité de cette définition? Ouais, mais oui, déjà peut-être pour rebondir sur le premier point, cette tendance que l'on a à penser la motivation en termes de quantité. L'idée que l'on peut être pas motivé, peu motivé. Finalement, on aurait un baromètre qui irait de 0 à X, où 0 serait l'absence de motivation. Mais comme je le disais, on utilise cette terminologie, je suis pas motivé, pour une diversité de comportements dans lesquels on s'engage pourtant, ce qui sous-entend qu'il y a de la motivation. À la place de ça, on peut aborder la motivation selon la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie qui a été fondée à la fin des années 90, pardon, par des chercheurs du nom de Edward Deci et Richard Ryan, qui sont des chercheurs américains, et qui proposent une approche qualitative de la motivation. Finalement, il propose plutôt de comprendre qu'il y a une palette de motivations différentes, différentes par leur nature, différentes par leur qualité, selon finalement que ces motivations sont plus ou moins autodéterminées, c'est-à-dire selon qu'elles viennent plus ou moins du cœur de l'individu ou de sources externes à l'individu. Et je ne vais pas revenir en détail sur les multiples formes de motivation qui existent et le fameux continuum d'autodétermination, mais pour faire court, ces motivations, on peut les regrouper en deux grandes familles. La motivation dite autonome d'une part, c'est les comportements qui sont motivés par l'intérêt, les valeurs, le plaisir que l'on trouve dans le comportement. C'est la motivation de mon activité de loisir. Euh, Versus la motivation contrôlée, qui est plutôt une motivation qui renvoie à des comportements qui sont motivés par des pressions qui peuvent être externes. Par exemple, je fais les choses pour obtenir l'approbation d'autrui ou pour éviter les critiques, mais aussi par des pressions internes. Par exemple, pour booster mon ego ou éviter de me sentir honteuse ou coupable. Et en fait, ces deux grandes formes de motivation, simplement, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'elles n'ont pas du tout les mêmes conséquences. Je pense par ailleurs, et on en a déjà parlé, Adrien, aux travaux de Jacques Fauré et ses collaborateurs norvégiens et australiens, qui ont montré que la motivation autonome prédit significativement plus l'effort au travail que le salaire variable, qu'on utilise pourtant comme un levier de motivation. Il y avait quelque chose que tu m'avais raconté à l'époque et que l'étude qu'on a pu lire, que moi je trouvais passionnante, mais je pense que ça peut vraiment intéresser toutes celles et ceux qui nous écoutent. La question du work effort. Le work effort, c'est toute la mobilisation d'énergie que vous allez mettre en faveur de ce qu'on vous demande dans le boulot parce que c'est valorisé par votre boîte, pour faire les choses, pour dire les choses simplement. Le work effort, il est prédit à simplement 14% par ce qu'on appelle les primes trimestrielles, donc l'argent qu'on donne tous les trimestres, et à 61% par une des composantes de la motivation dont on va parler dans quelques instants. Une des composantes qui est gratuite en plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que la qualité de la motivation, elle est beaucoup plus nourrie par, on va dire, certaines composantes que par d'autres. Et effectivement, le fait qu'on ait une motivation qui soit plus autonome en tant que telle, ça va avoir des conséquences, on va dire, bien plus profitables en situation de travail. Exactement. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Adrien, dans cette même étude, il nous montre que la motivation contrôlée, qui est la motivation en raison de pression liée à moi, pression interne ou externe, elle prédit quoi? Elle prédit pas la performance, elle prédit pas l'effort, elle prédit les intentions de quitter son employeur. Ce qu'on appelle couramment, pour que tout le monde soit sûr, le turnover, en fait. Parce qu'en fait, on a en psychologie ce qu'on appelle des intentions de retrait et des intentions de quitter. Ça peut être l'intention de quitter l'employeur, mais ça peut être tous les petits comportements avant, parce que ce qu'on appelle les comportements de retrait en psychologie, c'est qu'en gros, globalement, tu es en train de te détacher de ton taf tout doucement, quoi. Mais avant de te barrer et d'aller ailleurs, il y a tous ces micro-comportements, tous ces premiers signaux avant-coureurs. Je posais pas tous mes RTT, je pose tout. J'ai de plus en plus d'arrêts maladie. Dès que j'ai un peu mal à la gorge, je fais en sorte d'arrêter. Enfin, tous ces comportements qui vont réduire l'engagement et la mobilisation au service de l'activité de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça ne prédit pas l'effort, ça prédit au contraire l'intention de le diminuer pour s'en aller.
On nous demande, Tiffaine, rapidement par rapport au langage et aux mots, est-ce que c'est proche de l'indistinction qu'on fait peut-être habituellement entre la motivation intrinsèque et extrinsèque? Ouais. Alors, c'est proche, mais simplement, c'est plus englobant. La motivation intrinsèque n'est qu'une forme de motivation autonome. C'est la motivation autonome par excellence. C'est la motivation du plaisir, de l'intérêt. Mais il y a aussi une motivation qui est la motivation plutôt identifiée, qui est le fait de faire les choses parce qu'elles ont du sens, elles ont de la valeur. J'en comprends l'intérêt, j'en comprends l'importance. Et ça, c'est une forme de motivation qui n'est pas intrinsèque, mais qui pourtant est autonome. Autrement dit, ça vient peut-être pas de moi, je le fais peut-être pas par plaisir, mais j'en comprends l'intérêt, j'en comprends l'importance, et donc c'est autonome. Je l'internalise. C'est la logique de tous les comportements éco-responsables. Les comportements éco-responsables que je peux avoir, ils sont pas forcément. Moi, je prends pas un plaisir de malade, Fabienne, à mettre mes boîtes de conserve dans la poubelle jaune. C'est pas le matin, je me réveille en me disant, waouh, aujourd'hui, je vais faire un petit kiff, je vais aller mettre mes boîtes de conserve dans la poubelle jaune de l'immeuble. Et pour autant, je comprends que si on n'a pas tous ces comportements-là, si je ne transmets pas ça aussi à mes enfants, ça sera problématique collectivement. Donc, ce qu'explique Stephen est très bien, c'est qu'effectivement, on a dépassé un petit peu, on a élargi cette dimension d'intrinsèque et extrinsèque. Alors, on a appelé ce webinaire Motiver les autres, mission impossible. Est-ce que Tiffaine, ça aussi, c'est une idée reçue? Ben ouais, c'est la seconde idée que j'aimerais balayer. On ne peut pas motiver les autres. En fait, voilà, motiver les autres, mission impossible. La réponse c'est oui, mission impossible. Mais restez Euh, quand même avec nous. voilà, restez avec nous. Non, motiver, c'est pas quelque chose qu'on peut faire aux autres. Je vous le disais dans la définition initiale, motiver, c'est un état interne. Pourtant, motiver les autres, c'est ce qui est à la base des théories, des modèles classiques de la motivation. Les modèles comportementalistes, les théories du renforcement, selon lesquels, pour motiver, il suffirait que de donner les récompenses et les punitions ou les menaces appropriées aux personnes. Alors, récompenses et menaces, punitions, ça peut être des récompenses et menaces matérielles, hein, la fameuse prime, on en parlait il y a quelques secondes, qui est une récompense, mais cela peut être aussi immatériel, dans le relationnel, par exemple, le regard positif conditionnel. Je ne te montre que je t'apprécie que si tu atteins les objectifs, voire je te rejette ou t'ignore si tu ne les atteins pas. On est là aussi sur de la récompense-punition. Or, ces approches classiques, hein, basées sur voilà, ces modèles classiques de la motivation, bien qu'on continue de beaucoup les utiliser, elles présentent de nombreuses limites, parmi lesquelles on valorise uniquement le résultat et pas le processus pour l'atteindre. Ça décourage les personnes qui ne parviennent pas à atteindre l'objectif. Ça ne permet pas d'identifier les difficultés et d'y remédier parce que les personnes ne veulent pas faire part de leurs difficultés, sinon elles n'auront pas la récompense. Et in fine, chercher à motiver les autres sur la base de ces méthodes, eh bien, ça ne produit des effets qu'à court terme, puisque dès lors que les renforcements, c'est-à-dire les récompenses, punitions disparaissent, eh ben, le comportement disparaît. À la place, puisque la motivation, c'est un état interne, on peut chercher à comprendre pourquoi les personnes veulent s'engager durablement, comment promouvoir l'engagement volontaire et durable des personnes, et créer les conditions pour que les personnes se motivent elles-mêmes. Et c'est vraiment ce à quoi s'intéresse la théorie de l'autodétermination. Alors, je fais un petit point technique. Si vous voulez que tout le monde voit vos commentaires, il faut que vous cochiez dans le chat à tout le monde et pas seulement à hôtes et panélistes. Sinon, voilà, tout le monde ne pourra pas voir vos commentaires et il y en a beaucoup. Donc, c'est aussi voilà, ce qui fait le charme du webinaire. Alors, Adrien, est-ce que tu aurais, toi, une dernière idée reçue avant qu'on passe au côté un petit peu solution et bonne pratique? Ouais, alors quelque chose que j'entends souvent, moi, c'est ce côté, ah oui, mais on est tous différents, arrêtez de vouloir nous ranger dans des cases. La psychologie, c'est des tests et mettre les gens dans des cases. Chacun doit trouver sa voie, espèce de truc qui nous vient, si tu veux, la mièvrerie du développement personnel, chacun sa route, chacun son chemin. En fait, oui, on est tous différents, bien sûr qu'on est tous différents. Vous êtes tous différents, comme tout le monde. On est différents comme tout le monde, c'est-à-dire que qu'il y ait des caractéristiques qui nous soient propres, mais bien entendu. Mais pour autant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui va nous rassembler. Et le fait qu'il y ait des choses qui nous rassemblent, ça n'invalide pas le fait qu'il y ait des choses qui nous différencient. L'idée, c'est que on doit aider les managers à performer dans la durée. Et pour ça, on va comprendre que malgré nos différences, on a des ressemblances dans les besoins qui sont les nôtres en situation de travail.
Alors Clément nous dit il faut essayer de créer un environnement motivant et justement ben, on va vous expliquer qu'est-ce qui peut concrètement jouer et avoir un impact. Alors Tiffaine, tu nous as parlé de la théorie de l'autodétermination. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu concrètement qu'est-ce que cette théorie propose? Oui, donc je vous disais, on ne peut pas motiver les autres, mais on peut créer les conditions favorables pour que les personnes développent une motivation de qualité. Eh bien, 30 années de recherche issues de la théorie de l'autodétermination ont permis d'identifier trois besoins psychologiques fondamentaux qui, lorsqu'ils sont satisfaits, permettent aux personnes de développer une motivation autonome. Il s'agit des besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. On peut aussi plus simplement parler d'appartenance. Ce qui est important, c'est que ces besoins, ils sont vraiment vus comme des besoins, des nutriments psychologiques, des nutriments psychologiques qui sont essentiels à la motivation autonome et à la croissance individuelle. Ce qui est important également, c'est qu'ils ne sont pas hiérarchisés. Ces trois besoins sont essentiels. C'est-à-dire que de la même manière qu'une plante a besoin d'un sol ou d'un substrat, d'eau et de lumière pour pouvoir croître, et que l'absence d'un de ces trois éléments peut freiner sa croissance, eh bien, les individus ont besoin que ces trois besoins soient satisfaits pour pouvoir développer une motivation autonome. Alors, on va essayer de passer en revue justement ces trois besoins, Mm. ces trois nutriments. J'aime beaucoup ce terme. Du coup, ça donne de l'énergie et on va tous se nourrir avec ces trois besoins. Pour commencer par l'autonomie, concrètement, qu'est-ce que c'est et quel rôle peut jouer le manager justement? Ouais, alors c'est justement ça qui est intéressant, c'est que la théorie de l'autodétermination nous montre que les managers, mais plus généralement toutes ces personnes qui ont un rôle de guide, un parent avec ses enfants, un coach avec ses équipes, un médecin avec ses patients, eh bien, peuvent soutenir les besoins psychologiques des autres. Les managers notamment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une de nos études menée en France auprès de 600 salariés français a aussi montré que les managers pouvaient être contrecarrants à l'égard des besoins psychologiques ou même indifférents à l'égard de ces besoins. Et ça me semble vraiment être un point important d'où partir parce que dans cette étude, on a montré que près de 20% des employés français percevaient leurs managers comme majoritairement indifférents à leurs besoins psychologiques et 40% des employés percevaient leur manager comme indifférent et contrecarrant à l'égard de leurs besoins psychologiques. Donc 20 plus 40, ça nous fait 60, on a une belle marge de progression. Et donc, pour revenir à ta question, Fabienne, comment soutenir le besoin d'autonomie? Qu'est-ce que le besoin d'autonomie? Donc, ce besoin d'autonomie, c'est le besoin de se sentir responsable, le besoin d'avoir la possibilité de faire des choix, le besoin de se sentir à l'initiative de ses comportements. Attention, l'autonomie, ce n'est pas la liberté ou l'indépendance. L'autonomie, elle se fait dans une structure, elle a besoin d'un cadre pour être pleine. Et donc, au niveau managérial, soutenir l'autonomie, c'est laisser la possibilité aux personnes de faire des choix ou leur expliquer quand on ne peut pas, leur laisser la possibilité pourquoi ce choix nous est imposé, ce qui permet aux personnes d'identifier en quoi c'est en lien avec leurs valeurs, avec leurs croyances et donc d'internaliser les choses. Soutenir l'autonomie, c'est aussi comprendre la perspective des autres pour pouvoir soutenir leur autonomie dans ce cadre qui est le leur au regard de leurs craintes, de leurs possibilités, de leurs objectifs. À l'inverse, être indifférent à l'autonomie, c'est ne pas laisser, c'est créer une forme de climat d'ambiguïté où les personnes ne savent pas si elles peuvent ou non prendre des initiatives, prendre des décisions. Tandis que contrecarrer le besoin d'autonomie, c'est exercer de la pression, user de stratégies coercitives, mettre de la pression. Voilà. C'est ce qu'on voit pas mal quand même, Tiffen, ce que tu dis. Moi, je l'ai vu pas mal dans l'industrie. Alors, ça évolue un petit peu, mais sur certaines lignes de production où on dit, notamment aux intérimaires, hein, qui proposent des choses, qui donnent des idées parce qu'ils sont surpris des méthodes de travail, à qui on dit, mais en fait, je te paye pas pour réfléchir, je te paye pour faire ça. Donc, s'il te plaît, là, il s'agit de faire ça. Tu te tais et tu bosses. Et donc là, on voit combien on contrecarre l'autonomie. Tu es un pouce-bouton, tu n'es pas là pour penser. Ça s'apparente un peu à un comportement vexatoire. Donc, on comprend bien effectivement qui ne motive pas. Et puis, pour le manager un peu ambivalent ou indifférent, qui n'a pas connu ça une fois dans sa vie? Celui qui te dit, mais je compte sur toi, là, je compte sur vous, il faut que vous preniez des initiatives. Moi, je pars en vacances 8 jours, je ne veux pas qu'on me dérange. Le boss revient de vacances, on lui dit, bah, écoute, c'est bon, on a prévu le brief avec le client, c'est OK, on a avancé, on a trouvé le prestat. Et qui vous dit, comment ça, vous avez fait le brief avec le client, vous avez trouvé le prestat?
Bah oui, tu nous as dit que tu voulais qu'on avance, tu nous faisais confiance et tout. Et donc, vous avancez sans moi. Et là, tu as une équipe qui dit, mais en fait, c'est tellement opaque que j'ai plus de repères. En fait, je sais plus comment fonctionner. C'est un peu des injonctions paradoxales qui se jouent là, dont on sait qu'elles sont en plus toxiques et délétères pour la santé. Puis il y a autre chose que tu disais juste avant que je trouve hyper intéressant sur cette composante de... Donc, il y a un cadre, bien sûr, et tout, mais quand on ne, finalement, on ne peut pas faire quelque chose, imaginons que moi, j'ai 3 managers en dessous de moi dans ma boîte, imaginons que je dise à l'un d'eux, bah, écoute, l'an prochain, on met 30 kilos sur un projet parce que c'est hyper important et il se trouve que, je ne sais pas, on perd un client, on perd un deal et que finalement, bah, on ne peut plus mettre ce budget-là l'an prochain sur son projet. C'est d'expliquer, c'est de donner du sens au pourquoi, tout simplement pour que la personne, elle n'ait pas l'impression que soit c'est le règne de l'arbitraire, un jour on dit oui, un jour on dit non. Et le problème de l'arbitraire, c'est qu'aujourd'hui c'est lui, mais peut-être que demain ce sera moi ou ce sera l'autre. Et ça crée un climat d'insécurité psychologique, le règne de l'arbitraire. Expliquer aussi le pourquoi du non, le pourquoi du retour en arrière, c'est permettre à la personne de ne pas avoir une appréhension un peu anxiogène de tout ça, s'il décide ça, soit parce que c'est arbitraire, soit parce qu'il ne m'aime pas. Et dans les deux cas, effectivement, on comprend que ce ne sont pas des nutriments de la motivation. Euh, je peux donner quelques exemples, Fabienne, ou pas de Oui, trucs? c'est ce que j'allais te demander concrètement. Toi, qu'est-ce que tu fais? En fait, donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Sens et Cohérence. Et moi, j'ai fondé, alors moi, je n'ai pas appris à la fac, hein. Moi, je suis juste un psychologue. Je n'ai absolument pas appris à l'université à manager. Moi, j'ai appris la psychologie, à donner des conseils et j'ai appris le management bah, sur le tard et sur le tas avec mon équipe. Le truc, c'est que j'adore ça. Et comme je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas de boussole, bah, je me suis dit, je vais prendre une boussole scientifique, je vais prendre cette théorie de l'autodétermination et elle fonde 100% du management que moi je mets en place avec mes équipes et que nous mettons en place, je ne suis pas seul, avec mes équipes. Comment j'ai favorisé l'autonomie très concrètement? Premièrement, moi, mes équipes sont en full remote. 100% télétravail. C'est un choix délibéré qu'on a fait ensemble. On est 100% en télétravail. Je vous expliquerai un peu plus tard comment on gère ça correctement. Parce que parfois, on me dit, ah, le télétravail, 100% et tout, c'est dangereux. Le télétravail, c'est un outil au service de la production de valeur. Comme tous les outils, il se définit par la pertinence de son usage. Un couteau, c'est bien pour couper un steak, c'est pas bien pour tuer son voisin. Mais c'est pas bien ou mal un couteau, c'est l'usage qu'on en fait qui va nous dire si c'est pertinent ou pas. Donc nous, on est en full remote. Moi, pour un cabinet de conseil, on a un mode de fonctionnement un peu particulier. Il y a zéro reporting. Quand on fait du conseil, souvent, il faut dire, bah, j'étais chez tel client pour tel jour, tel machin. Il n'y a aucun fichier Excel. Vous me donnez un fichier Excel, je me mets sur le dos, j'attends la mort. Il y a zéro Excel, zéro reporting, zéro contrôle des temps. Moi, si mon équipe a envie d'aller à la piscine le mercredi à 15 heures, et ben qu'ils y aillent, ça veut dire qu'ils ont bien fait leur job. Pas de reporting, pas de contrôle des temps. J'expliquerai aussi pourquoi économiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a toujours des gens, et j'imagine qu'ils vont me poser la question à la fin, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui en abusent? Mais probablement que si. Mais moi, j'ai fait du reporting à l'époque où j'étais salarié, j'ai pipoté 100% de mes reportings, mais comme tout le monde. Parce que le principe du reporting, c'est qu'il s'oppose au travail réel. Donc, on est obligé de filouter avec le reporting et tout le temps qu'on passe à filouter, on ne passe pas à bosser. Tout le temps qu'en tant que boss, je prendrai à contrôler, je ne le prendrai pas à bosser ou à faire bosser mes équipes. Et puis, imaginez que dans un supermarché, on ait le même raisonnement. On se dit, mais vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui vont voler? Bien sûr que si, il y a des gens qui volent. Mais est-ce que pour autant, il y a un videur qui vous fait les poches à 100% du monde à la caisse? Bien sûr que non. Qu'il y ait parfois des écarts à la règle, c'est pas de l'exception, c'est la norme, mais on l'intègre en tant que tel. Quelques exemples d'autonomie et de confiance, parce que l'autonomie, c'est aussi du management par la confiance. Moi, 100% de mes salariés, même mes juniors, ont la carte bleue de l'entreprise avec une limite de 3 000 € par mois de dépenses. Je ne contrôle aucun frais. Je ne contrôle jamais les frais de mes collaborateurs. Parce que je me dis que s'ils ont besoin d'aller manger un sundae caramel Gare de Lyon à 23 heures en rentrant de déplacement, bah, c'est qu'ils imaginaient qu'à ce moment-là, c'est ce dont ils avaient besoin et ce dont ils avaient envie, et ça ne changera pas la face du monde. Moi, j'ai connu ça à l'époque où j'étais salarié, je m'en souviens encore, et c'est une histoire vraie, où je bossais énormément, comme dans tous les cabinets de conseil où j'étais salarié auparavant, et où on m'a pris la tête globalement parce qu'un soir, je rentrais d'une 4 jours d'intervention, où on m'a pris la tête parce que j'étais allé au train bleu à 23 heures parce que j'avais plus rien dans le frigo. Pour aller prendre, je sais plus, une pizza ou un truc, on m'a pris la tête pendant des heures. Bah, c'est typiquement le genre de truc qui fait que, ah ok, et bah, tu me prends comme ça, et bah, ma motivation, elle a perdu considérablement en qualité. Pas de reporting, pas de contrôle des temps, carte bleue pour tout le monde, full remote.
Et puis, on a quelque chose que moi je trouve génial, c'est qu'on a une auto-validation des congés chez Sens et Cohérence. C'est-à-dire que personne ne demande à valider ses congés ou me dit est-ce que je peux prendre mes congés à ce moment-là. En fait, dès lors que les personnes ont posé leurs congés, ils prennent leurs congés parce que là encore, les uns et les autres prennent leurs congés quand ça les arrange, quand ils en ont besoin ou quand ils estiment que c'est nécessaire pour eux. Et ils n'ont pas à être, enfin, leur temps personnel n'a pas à être la variable d'ajustement d'un système qui dysfonctionne. Ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas demander à mes collaborateurs, bah, prenez des congés uniquement quand ça m'arrange, parce que c'est pas forcément ce qui les arrange eux. Et moi, ma boîte, c'est pas mon bébé. Moi, j'ai des enfants, j'ai une femme. Ça, ce sont mes bébés, même s'ils sont un peu plus grands maintenant. Euh, Mon entreprise, je l'aime énormément, mais c'est un moyen au service d'une finalité. Spinoza disait une vie bonne, bien faire et se tenir en joie. Ben, on essaie de bien bosser, de se tenir en joie, et pour ça, il faut qu'on prenne nos vacances quand on veut. Mm. Alors, il y a plein de retours que ça fait du bien d'avoir quelque chose de libérateur par rapport au process, que la confiance est en effet indispensable. Est-ce que du coup, ça amène beaucoup de candidatures spontanées pour travailler avec toi, Adrien? En tout cas, il y a très peu de turnover, hein. C'est déjà Je aussi comptais le dire une à la vertu. fin, mais je comptais le dire à la fin dans ce que ça rapporte parce que euh, ouais, j'en parle un peu maintenant. Souvent, on me dit, bah ouais, mais c'est facile de donner tout ça quand ça tourne. En fait, le raisonnement, il est inverse. C'est pas parce que ça tourne bien. Sans ces cohérences, on fait entre 60 et 70% de croissance par an depuis 10 ans. 60-70% de croissance par an, ça va pour nous, franchement. J'ai un turnover pour un cabinet de conseil qui est facile à retenir, hein. C'est 0%. J'ai les mêmes depuis le départ et j'en suis hyper content parce que j'adore mon équipe. J'ai la chance du coup d'avoir des gens avec qui on construit dans la durée dans laquelle on se fait confiance. Mais pour moi, c'est un peu comme la qualité de vie au travail. Ce dont on parle là, c'est de la qualité de vie au travail. C'est un peu comme l'amour qu'on donne à nos enfants. On ne leur donne pas de l'amour parce qu'ils réussissent, mais c'est parce qu'on leur donne de l'amour qu'ils réussissent. Ça s'appelle de l'attachement sécure. On leur donne un amour inconditionnel et ça les amène à se montrer audacieux, ça les amène à prendre confiance en eux. Et ben, ce dont on est en train de se parler, c'est ce qu'a dit Tiffaine avec, elle a utilisé, enfin, tu as utilisé le mot juste, c'est un nutriment. C'est un moyen essentiel, c'est une condition sine qua non, c'est nécessaire. En philosophie, la nécessité, c'est quoi? Pour une fois, je ne suis pas que psychologue aujourd'hui, je fais un peu de philo, mais on va sortir de Spinoza, mais une nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. C'est un nutriment essentiel au développement d'une motivation de qualité. L'autonomie que je donne, attention, moi je ne le fais pas parce que je suis gentil. Je le fais parce que je suis un chef d'entreprise intéressé. Mais parce que je vous donne des bonnes conditions de travail, alors vous allez avoir les possibilités de travailler correctement. Donc, tout comme la reconnaissance dont parlait un petit fan tout à l'heure, en France, on perçoit la reconnaissance comme une récompense. Mais on se trompe. La reconnaissance, c'est un moteur. Et cette reconnaissance qui est un moteur, ça s'appelle de la reconnaissance existentielle. C'est parce qu'on se donne à toutes et tous le respect élémentaire que ça nous permet derrière de cheminer. Je me tais parce que sinon je vais faire que de parler de tout ça. Et après, alors juste avant de passer au deuxième besoin, le besoin de compétences, rapidement, parce qu'après, du coup, on veut aussi vous libérer à l'heure. L'idée, c'est aussi de se dire, est-ce que c'est possible partout? On avait une question, ça semble idéal, est-ce que c'est possible dans les grandes entreprises? Et quand on parle d'autonomie, est-ce que c'est possible avec tous les types de salariés aussi? Ou est-ce qu'il y a aussi une affaire de recrutement et que justement, c'est aussi important dès le départ de s'y intéresser? Alors, très rapidement, il y a un point que j'ai pas évoqué, mais c'est que l'universalité des besoins que j'évoque là, elle a été démontrée par des décennies de recherche sur la théorie de l'autodétermination, à travers différents contextes professionnels, différents âges, différentes populations. Bref, les bénéfices de la satisfaction des besoins ont été démontrés à travers une multitude de populations. C'est hyper généralisable, c'est considéré comme universel. Maintenant, il y a une réalité, c'est que certaines personnes, de par leur éducation ou les environnements professionnels dans lesquels elles ont évolué, elles vont plutôt être orientées vers des environnements qui les soutiennent ou qui les contrôlent. Euh, et soutenir l'autonomie peut prendre un peu plus de temps avec certaines personnes parce qu'elles n'y ont pas été habituées. De la même manière, je reprends ma métaphore de la plante, mais une plante qui a subi le gel ou une averse de grêle ou qui a été laissée à l'abandon par quelqu'un qui n'a pas la main très verte, eh bien cette plante, elle va nécessiter plus de patience, plus de soins avant de pouvoir reprendre sa pleine croissance. Mais c'est un petit peu la même chose.
Ouais, donc il y a le temps qui est un facteur aussi important. Et Adrien, alors quand tu parlais, je prends l'exemple de laisser la carte de crédit de l'entreprise à tout le monde. Dans les grandes entreprises, typiquement, c'est peut-être pas forcément faisable, mais du coup, on peut adapter aussi à la taille de son équipe, à sa structure et trouver du coup quelque chose qui soit un petit peu similaire en tout cas. Oui, c'est pas parce que les entreprises sont grandes que les équipes le sont aussi. On a un ratio de ce qu'on appelle le span of control, c'est-à-dire du nombre de personnes par équipe en France qui est d'environ 7, c'est-à-dire qu'un manager a environ 7 personnes. Donc, c'est toujours laissé à la maille de l'équipe, toujours laissé à la maille, on va dire, d'un petit groupe de personnes. Et ça, c'est toujours possible. Et parfois, on nous fait la remarque, je vais aller très vite parce que je vois que le temps passe, mais même en usine, est-ce qu'on peut laisser mais en fait, souvent les environnements industriels avec des opérateurs sur des lignes de production, c'est des environnements dans lesquels la mobilité professionnelle n'est pas la même chose que dans le siège des grands groupes parisiens où tu changes de job tous les 3 ans. Si tu es opérateur en usine, tu peux faire 12, 15, 20 ans sur ta machine sans véritablement changer. Mais c'est parce que ces personnes sont là très longtemps qu'elles finissent par avoir une vraie expertise de la matière première, de la machine, du bruit, enfin, de la maintenance. Et c'est justement parce que ces personnes-là ont peu de mobilité et une très bonne connaissance que l'autonomie est capitale parce que les valoriser leur permettre d'avoir une réelle participation à la décision. Je ne parle pas d'une participation à des décisions déjà prises. Hein, je parle d'une participation à la prise de décision. Une consultation qui n'est pas formelle, c'est valoriser leur expertise, c'est légitimer leur connaissance sur le sujet et c'est déjà une preuve, là encore, de considération et donc derrière de motivation. Alors Tiffaine, on va s'intéresser au deuxième besoin, le besoin de compétences. Là encore, c'est quoi exactement? Le besoin de compétence, c'est simple, c'est le besoin de se sentir efficace, le besoin de pouvoir exprimer son potentiel, le besoin de pouvoir exprimer ses capacités. Au niveau managérial, soutenir le besoin de compétences, c'est la capacité à faire des retours sur le travail, des retours constructifs, la capacité à aider à atteindre les objectifs en donnant des conseils, en étant exemplaire aussi, mais aussi la capacité à reconnaître les progrès, les efforts, le travail accompli. Là où les managers indifférents à la compétence sont des managers qui vont ignorer les progrès, ne pas faire de retour. Et l'absence de retour, la littérature le montre, peut être pire que des retours négatifs. Et c'est ce que font, pour le coup, les managers qui contrecarrent le besoin de compétences. Ils ne centrent l'attention que sur les échecs, ne font des retours que quand ça ne va pas, que des retours évaluatifs, et ce, souvent en public. Tout ce C'est ce qui- qu'on entend souvent, hein. Moi, je sais que pour avoir audité pas mal d'entreprises, tu entends quand même souvent encore, ici, on reconnaît plus les échecs que les succès, mais on a aussi une éducation vachement judéo-chrétienne dans laquelle on va d'abord pointer ce qui dysfonctionne, et même d'un point de vue parental, on voit des parents qui disent, non, mais je lui dis tout ce qui fait mal, comme ça va le faire se bouger. Non, en fait, pas du tout. C'est plutôt quelque chose de démobilisant et qui nous fait perdre notre confiance en nous, hein. Mm, mm. Et alors concrètement, toi, Adrien, comment tu nourris ce besoin de compétences au quotidien pour tes Alors, moi, collaborateurs? je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai la chance d'avoir des passionnés. C'est-à-dire que moi j'ai une équipe de passionnés qui sont comme moi, qui adorent la psychologie, qui adorent cette question de la santé au travail et de la performance. Le truc, c'est que la passion, ça se nourrit. Hein, même dans vos histoires d'amour, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, j'espère que vous n'attendez pas uniquement le 14 février pour dire bah, attends, je t'ai acheté une bague très chère, ça montre bien que je t'aime. Ou alors vous allez au-devant d'assez grandes déconvenues dans votre histoire d'amour, je vous le dis. Mais les passionnés, ça se nourrit. Comment on nourrit la passion? Nous, on fait tous les 3 mois, on se réunit tous à distance, c'est plus simple, pour se former. On l'a fait avec Tiffaine il n'y a pas longtemps sur les théories de l'autodétermination, on l'a fait sur le syndrome de l'imposteur, sur les déterminants collectifs de la performance, on l'a fait sur les pratiques organisationnelles vertueuses, la désescalade des émotions de haute intensité. En fait, on prend des thèmes qui nous passionnent et tous les 3 mois, on vient s'enrichir collectivement des dernières connaissances scientifiques qui existent, parce qu'on a la chance en France d'avoir des super chercheurs et moi, j'aime bien evidence-based psychology. On fait de la psychologie fondée sur des preuves. Je fais jamais de développement personnel pour tout un tas de raisons idéologiques. Et donc, j'aime bien savoir en fait qu'il y a des preuves dans ce que l'on fait. Et pour ça, on doit se nourrir. Moi, je me suis formé à titre individuel avec une université québécoise sur le feedback constructif. Parce que moi, j'ai reproduit ce qu'on avait fait quand j'étais salarié et on me faisait un feedback évaluatif et où j'avais des boss qui régulièrement ne savaient pas juste faire un feedback sympa. Vous savez, c'est celui qui vous dit ah bah c'est bien d'avoir été à l'heure en réunion pour une fois. Bam, il casse tout. Et ben tu vois que tu as réussi cette négociation commerciale. Maintenant, tu dois toutes les réussir. En fait, c'est celui qui ne sait pas juste reconnaître l'effort, qui met un coup de pression à chaque fois derrière. Et moi, j'en avais marre de ces feedbacks-là parce qu'en fait, ils me démobilisaient, ils délitaient la relation que j'avais à mes managers. C'est pour ça que je me suis barré à chaque fois d'ailleurs. Euh,
Et moi, je me suis formé parce que j'avais conscience de mes limites à justement générer du feedback qui soit du feedback constructif pour que mes équipes, elles se sentent montées. Vous savez, il y a deux types de bonheur dans la vie. Il y a un bonheur hédonique, le kiff, un bon verre de vin, un orgasme, enfin, tout ce qui va être un plaisir très limité dans le temps. Et puis, on peut pas faire que ça. On va avoir besoin d'une autre forme de bonheur qu'on appelle le bonheur eudémonique, le sentiment de cheminer dans la vie en cohérence avec les besoins qui sont les nôtres. Et donc moi, c'est la raison pour laquelle le feedback constructif, c'est ce que j'utilise avec mes équipes pour qu'ils puissent justement grandir. Et puis pour un cabinet de conseil, j'ai fait un truc qui est un peu bizarre et je l'ai mis dans les contrats de travail. Euh, Ils n'ont aucun objectif commercial. Zéro. Tout simplement parce que tous les psys avec lesquels je bosse, ils détestent faire du commercial. Et s'il y a des consultants parmi nous, la plupart des consultants détestent le commercial avec du phoning et autres. Alors je leur ai dit, bah, si vous détestez ça, n'en faites jamais. En fait, je vous demande d'exceller là où vous êtes les meilleurs, là où vous aimez ça. Mais tout le temps que je vais vous demander de faire des choses que vous détestez faire, alors c'est ce que disait Tiffen tout à l'heure, ça génère une motivation d'une piètre qualité, du désengagement, et finalement, ils finissent par aller ailleurs. Donc nous, on est un cabinet de conseil un peu original parce qu'il n'y a pas d'objectifs commerciaux et il n'y a pas de taux de production. Je me fous de savoir si les uns et les autres bossent à 67, 69 ou 84%. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on retiendra le feedback constructif, la formation, l'envie de progresser et d'apprendre tout au long de sa carrière. Patrick nous dit savoir dire à la fois bravo et merci. Et en effet, au quotidien, ça nourrit et ça booste. Et on va consacrer la dernière partie de ce webinaire au dernier besoin, déterminant, c'est le besoin d'affiliation. Alors, tu parlais aussi d'appartenance, Tiffaine? Ouais, le besoin d'affiliation, ça renvoie vraiment au besoin de se sentir en sécurité dans ses relations aux autres, le besoin de pouvoir évoluer dans une relation de confiance et de respect mutuel, de pouvoir compter sur les autres et inversement. Alors, au niveau managérial, soutenir le besoin d'affiliation des personnes, c'est montrer un intérêt sincère et authentique, véritablement investir les échanges, montrer un respect inconditionnel. Euh, Soutenir l'affiliation, c'est pas seulement donner du soutien, c'est aussi de laisser la possibilité aux personnes de soutenir en retour. C'est vraiment quelque chose qui se fait à double sens. Bon, c'est instaurer un climat de confiance, quoi. Alors qu'un manager qui est indifférent à l'affiliation, c'est un manager qui néglige la relation, qui s'en soucie peu, qui va finalement créer une forme d'incertitude quant au fait d'être apprécié ou non par lui ou elle. Est-ce que mon manager m'aime bien? Je sais pas trop. Et le manager contrecarrant ce besoin d'affiliation, ce sont des managers qui vont vraiment, pour le coup, exprimer du dédain, rejeter, voire exclure, et faire clairement comprendre aux personnes qu'elles ne sont pas acceptées, pas appréciées, voire même pas respectées. Adrien, les premiers pas qu'on peut faire concrètement? Moi, je vais vous parler de comment je gère mon télétravail. Ça me fait simplement penser à quelque chose que tu dis, Tiffen. C'est aussi donc générer de l'affiliation, c'est euh, éviter les prétendues blagues qui visent à dire à quelqu'un qui part à 17h, haha, t'as pris ton après-midi. Alors non seulement ça n'a jamais fait rire personne, c'est pas courageux, c'est pas de l'autorité managériale, c'est un comportement passif-agressif qui va déliter la relation et qui en dit plus, on va dire, de l'incapacité du manager à s'affirmer correctement et donc, du coup, à la formulation d'arguments, on va dire, de prêt-à-penser autoritaires qui sont plutôt du niveau du caniveau. Donc, on évite déjà toutes ces pratiques vexatoires, en fait, surtout, et Tiffen le disait tout à l'heure, qui n'ont jamais été faits en public. Vous pouvez donner du feedback constructif ou positif en public. Les éléments qu'on a et les remarques désagréables qu'on a à faire, on les fait systématiquement en privé. Ça s'appelle du respect élémentaire. Comment on gère, nous, le full remote dans l'équipe? On se fait un point en visio par semaine, facile. Et puis, toutes les 3 semaines, on se réunit. Mais on se réunit d'une façon un peu originale pour un cabinet de conseil. On se réunit à 9h30, on se prend un petit café, un petit thé pendant une demi-heure, et ensuite, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Parce que souvent, quand on se voit dans les entreprises, et moi je le vois chez mes clients, on est en full remote, ou alors on est beaucoup en télétravail, et les jours où on se rencontre, en fait, les journées, elles sont horribles. C'est des tunnels de réunion de 9h à 18h où tu t'exploses les yeux à regarder des Excel et des PowerPoints, où en fait tout le monde finit avec une migraine de dingue. On n'a même pas le temps de manger le midi, même pas le temps de parler, même pas le temps de valoriser ce qu'on appelle les espaces interstitiels. Un espace interstitiel, c'est quoi? C'est tout ce dont on imagine que c'est de la perte de temps, alors que c'est ce qui permet de la performance de longue durée. C'est le moment où tu te vois
en train de prendre un petit café, tu te laves les mains après être allé aux toilettes et tu discutes avec ton collègue, tu te vois sur le chemin de l'autre réunion. Et en fait, c'est un temps de régulation des interactions humaines difficiles. C'est là où on se dit, c'était pour moi que tu as fait la réflexion tout à l'heure à la réunion. Et l'autre dit, mais non, mais carrément pas. Attends, excuse-moi si tu l'as pris pour toi. Je voulais parler de ce projet-là. C'était pas du tout le tien. Ok, je comprends mieux, excuse parce que je l'avais un peu mal pris. Mais ça, c'est pas rien. Quand vous allez au resto et que vous prenez une salade composée, le seul truc qu'il n'y a pas sur le menu, c'est l'huile, c'est l'assaisonnement. Et pourtant, essayer de manger une salade composée sans assaisonnement, c'est infect. Et ben, ces espaces interstitiels, c'est ce qui fait le lien et qui permet qu'effectivement les choses soient digestes et agréables. Concrètement, moi, toutes mes réunions d'équipe, toutes les 3 semaines, puisque nous sommes en télétravail, c'est un temps où on va marcher 2 heures et demie en forêt. J'habite à côté de Saint-Germain-en-Laye, j'ai de la chance. Pas d'ordinateur, pas de téléphone. On va marcher 2 heures et demie en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et ensuite, on se fait un grand déjeuner tous ensemble au resto. Et tout le monde repart chez lui entre 14 et 15 heures. Mais ça nous fait 5 ou 6 heures juste de discussion, de plaisir de nous retrouver, de régulation des situations de travail qui, comme dans toutes les entreprises, peuvent parfois être difficiles. Hein. Le conflit est consubstantiel à la vie en société. Ça nous évite de nous abrutir dans des tunnels de réunion qui nous sont absolument pas profitables. Et puis, dernière chose, euh, dans une entreprise, on a encore un lien de subordination. Chez Sensé Cohérence, il y a un patron, c'est moi, et j'ai des collaborateurs. Je ne peux pas nier la fonction qui est la mienne. Et tout à l'heure, tu en parlais, Tiffaine, de la notion d'exemplarité de la figure de pouvoir. Parce que la figure de pouvoir, elle est créatrice de normes. Hein, vous savez, vos collaborateurs, ils ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Vos enfants, c'est pareil. Hein. Moi, régulièrement, j'appelle à 15 h 16 h en disant, moi, j'en ai ras-le-bol, je rentre à la maison, je vais voir les enfants, ou là, je vais chez le coiffeur, là, je suis allé courir. En fait, moi, j'appelle pour juste le plaisir de prendre des nouvelles et pour dire aussi que c'est bon, ma journée, elle est faite, je vais faire autre chose. Parce que créer une norme saine, c'est commencer par soi en tant que chef d'entreprise et donc créateur de la norme, c'est édicter et partager des normes qui sont saines parce que le bon équilibre des vies, c'est quand les deux sont bien remplis. Mm, mm. Oui, les autres se sentent du coup autorisés. Alors, on avait deux questions par rapport à ce sentiment d'affiliation. Est-ce qu'un des risques, c'est pas de créer un espèce d'effet de groupe, de clan, où on en fait partie ou on n'en fait pas quand on parle d'affiliation, d'appartenance? Est-ce que c'est une limite ou pas? Ouais. Alors, je te laisse réagir, Adrien, si tu veux, mais peut-être juste très rapidement, l'affiliation, c'est le respect et la sécurité dans les relations aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit être les meilleurs amis. Ça veut juste dire qu'on a besoin de se sentir respecté et faire partie d'un groupe qui est une équipe de travail sécure, où on se respecte, où on se parle et où ça se passe globalement bien, où on s'intègre, pour faire simple. Très bien. Une autre question, est-ce que les rituels sont fondamentaux dans ce sentiment d'affiliation, d'appartenance? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui n'est pas de moi, qui dit que les rituels se substituent aux efforts de la volonté. En gros, utilisez cette phrase pour la salle de sport. Ça sert à rien de vous dire, oh, ça serait bien que j'aille à la salle à un moment. Dites-vous tous les mardis, je vais avec le Tiffen à la salle. Comme ça, seulement, vous avez un père, PAIR, et en plus, vous ritualisez, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient une habitude. On sait qu'il faut une soixantaine d'occurrences pour qu'un comportement artificiel devienne une habitude. Donc oui, les rituels sont absolument essentiels. Tiffen le disait d'ailleurs tout à l'heure, pour l'autonomie, il faut un cadre. Hein, l'autonomie, c'est pas la liberté, c'est pas le laisser faire. Les rituels, ils créent aussi un cadre sécurisant. Là encore, je fais une métaphore familiale pour celles et ceux qui ont des enfants. Vous savez combien les rituels du coucher sont importants pour favoriser la qualité du sommeil. On ne peut pas aller se coucher tous les soirs à l'arrache après avoir regardé la télé. Non, il faut un temps tranquille. Mais le fait de ritualiser, nous sommes des êtres de rituel parce que ça nous sécurise. Hein. Si le premier rempart contre la détresse psychologique, c'est le soutien des pairs, le deuxième, c'est le sentiment de contrôle qu'on a par rapport à l'environnement. Et les rituels que l'on instaure avec son équipe, ils créent des repères stables, anxiolytiques, c'est-à-dire qu'ils sont OK, on ne va pas stresser par rapport à ça parce qu'on le connaît. Et en plus, et là où c'est important, c'est quand on va avoir des désaccords, de la conflictualité, des sujets et autres, quand on sait qu'on a des rituels de régulation. Parce que le sujet, c'est le conflit, il est consubstantiel aux histoires de boulot. Dès qu'on est ensemble, on va finir par s'engueuler, c'est normal. Mais ce n'est pas la fin d'une réflexion tragique. C'est le début d'un argument triste. C'est juste triste et c'est pas tragique. Le tragique, c'est que si on mange 5 fruits et légumes, on va tous mourir. Ça, on le sait. C'est tragique, on peut rien y faire. Ce qui est triste, c'est de se dire parfois il y a des conflits, mais c'est pas tragique parce qu'on peut faire des choses. Et que peut-on faire? On peut ritualiser des temps réguliers durant lesquels on régule les interactions parfois difficiles.
C'est ce qui permet de travailler ensemble longtemps parce que les histoires d'équipe, c'est comme les histoires d'amour. On ne mesure pas la qualité d'une relation amoureuse au fait qu'on s'engueule jamais. S'engueuler, ça fait partie des relations amoureuses. On mesure la maturité ou la qualité d'une relation amoureuse à la faculté qu'on va avoir ensemble à dépasser la conflictualité dans la durée. Alors, on va passer aux questions des participants. N'hésitez pas, j'en ai noté quelques-unes qui sont passées dans le chat. Donc, n'hésitez pas aussi à nous en partager de nouvelles. Quelqu'un nous disait, est-ce que déjà de faire tout ça, c'est pas, enfin, ça aide à ne pas démotiver déjà tout simplement les gens? Est-ce que déjà une des vertus aussi, c'est ça, et que le rôle du manager déjà, c'est de pas, quand on parlait de certains comportements qui peuvent être nocifs, est-ce que déjà c'est déjà pas mal quand on démotive pas? Merci pour cette question qui me donne l'opportunité d'apporter deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est les besoins psychologiques sont les nutriments de la motivation. Donc, les soutenir, c'est permettre de motiver, en effet, permettre aux personnes de se sentir motivées, de développer une motivation autonome. La deuxième chose qui est peut-être un peu latente à la question, c'est la notion de déjà ne pas démotiver ou quelque chose comme ça qui est un peu sous-jacent. Attention, l'indifférence peut être pire que le contrôle. Autrement dit, moi, je pense que ça pose une vraie question. En France, on a beaucoup des promotions à des fonctions de manager, de très bons techniciens que l'on promeut sur des fonctions de manager sans forcément passer par la formation aux relations interpersonnelles, à ces aspects-là. Et qui, du coup, peuvent se réfugier dans une forme d'indifférence par manque d'outils, tout simplement. Attention, l'indifférence peut être tout aussi, voire plus néfaste que le contrôle ou les comportements contrecarrés. Adrien, tu voulais Ouais, communiquer? Tiffany a tout dit, moi, sur cette question-là, je laisse l'experte. On nous parlait justement aussi par rapport à la question de l'autonomie du micromanagement. Est-ce que c'est un gros travers et est-ce que les bonnes pratiques qu'on a partagées peuvent l'éviter et y remédier? En deux mots, et je te laisse compléter, le micromanagement, c'est du contrôle, c'est un comportement qui contrecarre l'autonomie. Mais j'allais dire la même chose, c'est-à-dire que plus les managers sont insécurisés, mais aussi dans leurs propres compétences managériales, c'est pour ça que on dit souvent il faut être acteur de son développement. Non mais d'accord, il faut être acteur, mais avant d'être acteur au travail, il faut un bon metteur en scène. Et le bon metteur en scène, c'est l'employeur. Et donc, le job de l'employeur, de maintenir l'employabilité, ça fait partie des obligations légales de l'employeur. Hein. Enfin, au-delà d'être sympa, c'est les obligations légales de l'employeur. C'est comment on accompagne les managers. Parce qu'il ne s'agit pas de juger les managers, ils sont bons ou ils sont mauvais. Enfin, c'est stérile. Une fois qu'on a posé un regard, t'es bon, t'es mauvais, on se met sur le dos, on attend la mort. Enfin, ça n'aide personne. C'est pas ce que j'ai envie, moi, comme perspective. La seule fois qu'on a le droit de regarder quelqu'un de haut, c'est pour l'aider à se relever. Et ben moi, j'ai envie d'aider les managers à se relever en disant, mais comment on les accompagne dans leur montée en compétences managériales? Parce que quelqu'un qui prend un job, tu sais, en France, on considère souvent que le management, c'est une récompense. Alors que ça devrait être une compétence. Ça fait 15 ans que tu es là, on va bien te filer un boulot de chef d'équipe. Mais absolument pas. Le management, c'est pas une récompense, c'est une compétence. C'est une compétence, ça se travaille, c'est la bonne nouvelle. Ça peut se capitaliser, ça peut s'acquérir. La première chose, c'est formons les managers, notamment sur ces nutriments de la motivation, pour éviter d'avoir du prêt-à-penser, la pyramide de Maslow, la courbe du deuil, le MBTI, enfin tous ces trucs qui ont été débunkés il y a 40 ans. Comment on utilise, on va dire, des bons outils pour faire en sorte que les managers ne soient pas insécures. Parce que quelqu'un qui arrive au boulot comme ça, en flippant, il est en stress par rapport à ses équipes. Moi, je vois encore en 2024, quand je vais auditer des usines, des entreprises, des sièges et autres, des gens qui pensent qu'un bon manager, il est omniscient. Il doit tout savoir, tout pouvoir. Qu'en situation de transformation organisationnelle, s'il ne sait pas répondre, il va passer pour un nul. Mais on ne sait jamais répondre à tout. C'est notre imperfection, c'est notre besoin de repos qui fait notre humanité. Le manager surhomme, ça n'existe pas. Et donc, former les managers, c'est leur permettre d'être beaucoup plus sécures dans leurs compétences et d'éviter le micromanagement. Parce qu'on en vient à micromanager que quand on est insécure sur sa faculté, justement, à mobiliser avec qualité ses équipes. On a un témoignage par rapport à l'industrie qui nous dit que beaucoup de managers sont des gestionnaires de la performance et quel serait le premier pas à faire pour aller vers les pratiques qu'on a dit? Est-ce qu'il y aurait un premier petit pas selon vous à faire? Micro-réponse, encore une fois. On n'a pas eu l'occasion de parler des bénéfices de tout ce qu'on prône là, mais en fait, la conséquence directe de la motivation autonome, et ça a été démontré par des dizaines d'études, c'est
une performance accrue, des intentions de quitter l'entreprise diminuées, moins de conflits entre vie privée et vie professionnelle, moins de symptômes de burn-out, plus de satisfaction pro. Bref, euh, finalement, nourrir ces trois besoins, c'est permettre la performance, in fine. Et Adrien, est-ce qu'il y aurait, si on part un petit peu de loin, j'ai envie de dire, un premier petit pas à faire? Alors, la première des choses, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'avancée sans lucidité. Toujours le déni qui nous ralentit, la lucidité qui nous fait avancer. C'est reconnaître le besoin d'accompagner les managers dans une logique de performance durable. C'est toujours la différence entre le respect et la crainte. Je reprends une métaphore parentale, mais vous pouvez l'élargir largement. Si moi je dis à mes enfants, rangez votre chambre ou je vous mets une paire de claques, alors c'est sûr, je vais avoir une performance directe, hein. Ils vont faire ranger leur chambre tout de suite. Dans l'instant, ils vont la ranger. Simplement, ils la rangent pas parce qu'ils ont compris pourquoi avoir un environnement propre est agréable, ils la rangent parce qu'ils ont peur de moi. Donc ça veut dire que pour que la performance soit instantanée, il faut que la figure d'autorité soit présente et menaçante. Le problème, c'est que le manager, il ne peut pas être une figure d'autorité présente et menaçante systématiquement, parce qu'il a aussi son boulot à faire et de temps en temps, il ne va pas être là. Et ça veut dire que si on manage systématiquement par une logique de crainte, ça veut dire qu'on est, c'est toujours manager dépendant. On doit être systématiquement présent pour faire ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'apprentissage. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette motivation autonome dont parlait tout à l'heure Tiffen. C'est beaucoup plus intéressant de fonctionner sur une base de respect parce que ça prend un tout petit peu plus longtemps à s'instaurer. Mais ça veut dire que quand vous avez le dos tourné, il continue de travailler. Et quand le chat n'est pas là, bah, les souris arrêtent de danser et en tout cas contribuent à l'effort collectif. Et on avait encore deux questions, mais qui se rejoignent un petit peu. On nous disait que c'est dur de trouver l'équilibre entre le contrôle, le mini-management et le micromanagement et du coup l'autonomie. Comment on sait si on a trouvé le bon équilibre? Est-ce que tu as des... Vas-y, je t'en Bah, prie. déjà, la notion d'équilibre, c'est comme l'équilibre des vies. Elle se caractérise, on va dire, par son instabilité. Il n'y a d'équilibre qu'instable. Sinon, ça n'est pas une logique d'équilibre. Donc, on est toujours sur une logique de crête entre deux abîmes. Attention à ne pas tomber dans un abus qui serait du laisser-faire et qui n'est plus de l'autonomie. C'est-à-dire, ah, je vous fais confiance, allez-y, je vous regarde plus. Ça, c'est plus de l'autonomie. C'est une absence totale de soutien et ça s'appelle du laisser-faire en psychologie, Lippitt et White pour la référence. Et puis de l'autre côté, à ne pas tomber non plus dans cette logique d'hyper-contrôle. Donc, est-ce qu'on sait quand on fait bien? Pas toujours. Mais l'idée, c'est d'avoir un paradigme, d'avoir un phare au bout de la nuit, de savoir ce vers quoi on tend. Je développe de l'autonomie, je développe de la compétence, je développe de l'affiliation. Et comme toute nouveauté, si vous mettez ça en place chez vous, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, je ne veux pas laisser imaginer que ma vie est un long fleuve tranquille. Comme toute nouveauté, elle encapsule la possibilité de son échec. Ça veut dire que vous aurez une logique itérative. Vous allez avancer, vous planter, réajuster le tir, réavancer, vous replanter. Mais au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous faire confiance. Et surtout, ce qui est génial, c'est que vous ne serez plus tout seul dans la réflexion sur ce modèle managérial. Parce que valoriser autonomie, compétence et affiliation, c'est plus manager seul par la contrainte, c'est manager en collectivité et dans le respect. Mm, Et mm, c'est ce qui fait qu'en fait, les gens vont adhérer et qu'on va pouvoir réguler collectivement les écarts à ce qui pourrait être bénéfique. mm, J'ajoute un micro-élément à ça. Ce que nous montrent les études, c'est aussi que les managers ne sont pas 100% soutenants, 100% contrecarrants ou 100% indifférents à l'égard des besoins psychologiques. On a cette palette de comportements dans lesquels on pioche. Ce que nous montrent les études, c'est que les employés sont capables de comprendre le recours ponctuel à des comportements contrôlants. Ils savent que ça fait partie de la fonction, ça peut faire partie de la fonction managériale dans certains cas. Ce qui compte, c'est que les comportements soutenants soient supérieurs, dominent. C'est vraiment ce qui compte. Quand on a un contexte caractérisé par des comportements qui soutiennent la compétence, l'affiliation, l'autonomie, alors de temps à autre, des comportements contrôlants peuvent être mieux tolérés. C'est ce que montrent nos études de profil, hein, qui montrent qu'il y a des combinaisons comme ça de comportements managériaux. Donc, le soutien doit dominer. Et dernière question, est-ce qu'il faut aussi s'adapter à ses collaborateurs? Est-ce que certains ont besoin plus d'autonomie, certains plus du besoin de compétences? Est-ce qu'il y a aussi une personnalisation à avoir? Vraiment, la théorie de l'autodétermination a creusé beaucoup ce sujet-là et les besoins sont vraiment
vus comme des besoins universels qui ont les bénéfices communs pour différents individus. Après, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, au regard du contexte d'où viennent les personnes, elles sont parfois plus prêtes ou plus orientées à certaines de ces pratiques, mais les pratiques bénéficieront à toutes et tous de la même manière au long cours. Et c'est ça, les pratiques vont bénéficier à toutes et tous. Après, on adapte enfin, les modalités d'application concrète de ces pratiques. Moi, je sais qu'elles évoluent. Moi, j'ai une consultante confirmée qui s'appelle Camille, bah, qui a 26, 27 ans. Je n'ai pas les mêmes modalités de développement et de fonctionnement avec elle que je l'ai avec Grégory qui en a 38. Nécessairement parce que la compétence n'est pas la même, l'ancienneté dans le métier n'est pas la même, mais pour autant, on développe autonomie, compétence, affiliation avec chacun d'entre eux. Simplement, quand on débute sa carrière, le besoin de compétences, en fait, il est sur des compétences qui sont un petit peu différentes. Les besoins sont les mêmes, les modalités de déclinaison opérationnelle de ces besoins sont à adapter à chacun. Mais parce qu'être manager, c'est toujours gérer, on va dire, l'intersubjectivité. Mais c'est ça qui est super heureux, parce que c'est ce qui rend le boulot passionnant. Et on a alors beaucoup de retours positifs, donc merci dans le chat. Et on nous demande, on a donné envie aux gens d'aller plus loin. Est-ce qu'il y aurait un livre? Est-ce qu'il y aurait des études à aller voir? Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de creuser un peu tout ça? Euh, je reste joignable si vous avez des questions ou envie que je vous envoie des articles. Maintenant, je vous conseille deux super ouvrages. Le premier, qui est l'ouvrage fondateur d'Édouard Dessy, qui s'appelle Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons, qui est vraiment une approche de la théorie très générale à travers divers contextes, le travail, mais aussi les relations de couple, les relations de parents, les relations médecin-patient. Donc, et ensuite, un ouvrage, voilà, Libérer la motivation, c'était le second, qui est vraiment là plutôt adapté au contexte de travail par Jacques Forest et ses collaborateurs. Voilà les deux ouvrages pour aller plus loin. Super. Eh ben, un grand merci à tous les deux. Il y a beaucoup de retours très très positifs dans le chat. Ça a fait du bien à beaucoup de monde et on vous remercie pour vos expertises et le partage que vous avez pu avoir pendant ce webinaire tous ensemble. Donc je leur précise, le webinaire sera envoyé par mail et comme ça vous pourrez réécouter toutes les bonnes pratiques et tout ce qui a été partagé. Merci beaucoup Tiffaine et merci Adrien. Merci beaucoup. Merci, merci à vous deux, merci à toutes et tous. Avec plaisir. À très bientôt et passez une très bonne journée.